Dans les ruines d'un bunker encore noirci par l'explosion, un homme attend. Il s'appelle John George, 27 ans, champion de tir de l'Illinois. Et pourtant, à Guadalcanal, il n'a pas encore tiré une seule balle en combat. Ce matin du 22 janvier 1943, tout va changer. À 9h17, George fixe un immense banyan à un peu plus de 200 mètres. Dans sa lunette, une limane alaskane que tout le monde juge ridicule. Quelque chose bouge. Une branche. Pas de vent, pas d'oiseau, juste un imperceptible frémissement. Un sniper japonais vient de trahir sa présence. Pendant 6 semaines, on s'est moqué de George, de son Winchester modèle 70, un fusil civil à verrou, 5 coups, acheté avec 2 ans de solde de réserve. On lui a ordonné de l'abandonner pour un garant. Il a refusé. Aujourd'hui, il doit prouver que ce fusil de chasse peut sauver des vies. Mais avant d'appuyer sur la détente, il faut comprendre ce qui l'a amené là. Les Marines, qui se battent sur Guadalcanal depuis août, ont tenu Henderson Field. Mais ils n'ont jamais réussi à débarrasser la côte ouest de Point Cruz de ces tireurs embarqués. Quand l'armée américaine prend la relève fin décembre, les Japonais sont toujours là, invisibles dans les arbres géants, parfois perchés à 25 mètres de hauteur. En 72 heures, leurs snipers ont tué 14 Américains. L'un d'eux est abattu alors qu'il remplit une gourde. Un autre reçoit une balle dans la nuque depuis un arbre que sa patrouille avait inspecté 2 fois. Ces hommes ne sont pas de simples tireurs. Ce sont des spécialistes formés au camouflage, à la patience, à la jungle. Ils utilisent des fusils Arizaka équipés de lunettes. Ils connaissent chaque bruit, chaque ombre. Le soir du 21 janvier, le commandant du 132e régiment convoque Georges. Lieutenant, vos hommes meurent. Si votre fusil est vraiment bon, montrez-le-moi demain. Georges n'a plus le choix. Il passe la nuit à nettoyer son Winchester, à graisser le verrou, à vérifier les colliers de la lunette. À l'aube, il marche vers les ruines d'un bunker japonais capturé 3 jours plus tôt. Il s'installe, il respire profondément et il attend. Le banyan qui l'observe fait plus de 25 mètres de haut. À l'œil nu, il n'y a rien. Son adversaire pourrait être à 5 mètres ou à 250. La jungle brouille les distances, avale les formes. Puis, à 9h17, le mouvement revient. Cette fois, Georges perçoit la silhouette. Un homme accroupi dans une fourche de branches tournée vers l'est, vers les lignes américaines. Georges ajuste 2 clics à droite. Il bloque sa respiration. Il presse la détente. Le sniper tombe de 30 mètres, heurtant les branches avant de s'écraser au sol. Georges ne sourit pas, car le pire, ce n'est jamais le premier tireur, c'est le second. Les snipers japonais opèrent par binôme. Un tireur, un observateur. Si Georges a tué le tireur, l'observateur est en train de le chercher. À 9h43, il le trouve, plus bas dans un autre arbre. Il descend, erreur. Georges tire, 2e kill. 2 balles, 2 morts. Le commandant va enfin le prendre au sérieux. À 11h21, une balle frappe un sac de sable à 10 cm de la tête de Georges. Il roule sur le côté et se plaque contre la paroi du bunker. L'angle du tir, sud-ouest. Il attend 3 minutes. Ensuite, il rampe jusqu'à l'ouverture. Le 3e tireur est difficile à repérer. Haut dans un groupe de banyans camouflés dans un chaos de branches. Il faut 17 minutes d'observation, puis un éclat de lumière, un léger changement d'ombre. Georges tire, 3e mort. À midi, il en est à 5. La rumeur se répand. Ce que tout un bataillon
n'a pas réussi en 3 semaines, un seul homme est en train de le faire. Mais les Japonais apprennent vite. La journée du 23 janvier s'ouvre sous une pluie tropicale. Les arbres disparaissent derrière un rideau gris. Les snipers s'en servent. Le bruit de la pluie masque leur déplacement. Quand la visibilité revient, George est prêt. À 9h12, il repère un sniper à plus de 260 mètres. Il corrige la distance, tire, touche. 6e kill. Les Japonais ont compris. Quelques minutes plus tard, les premiers mortiers tombent autour de sa position. La première salve explose 40 mètres trop court. La deuxième, 20 mètres. La troisième sera la bonne. George s'élance hors du bunker. 10 secondes après, une explosion l'écrase complètement. Il se repositionne 100 mètres plus au nord. 2 heures plus tard, il abat les snipers 7 et 8. La zone est en train de s'inverser. Ce ne sont plus les Japonais qui chassent, c'est George qui impose le rythme. Le 24 janvier, il pleut encore. George choisit une nouvelle position, un ancien nid de mitrailleuse situé légèrement en hauteur. À 8h17, il repère un sniper dans un palmier à seulement 190 mètres. Trop évident, trop simple, c'est un piège. Il scanne chaque arbre dans un rayon de 300 mètres. Pendant 11 minutes, rien. Puis il le voit. Le vrai sniper, dans un banyan, 28 mètres plus haut, parfaitement camouflé, visant l'ancienne position de George. George comprend alors le plan et décide de l'inverser. Il tire d'abord sur le faux sniper. Dans le même mouvement, il pivote vers le vrai. L'homme bouge légèrement, surpris par le tir. George tire, 2 morts. Mais maintenant, tout le secteur sait où il se trouve. Une mitrailleuse japonaise ouvre le feu. Il plonge derrière les rochers 6 secondes avant que les impacts ne pulvérisent sa position. Et c'est là que commence le duel final. George se rend compte que le dernier sniper n'est pas dans les arbres. Il avance au sol. À 9h47, une forme sombre rampe à 60 mètres, se déplaçant lentement vers les rochers où George aurait dû se trouver. Le sniper est prudent, expert. Il a survécu alors que 10 autres sont morts. Il atteint les rochers à 10h03. Il s'installe et il observe. Son dos est exposé, mais trop exposé. Encore un piège. George continue de balayer la zone. À 10h06, il localise le véritable danger. Un second soldat derrière un tronc, fusil pointé vers la direction où George aurait normalement fui. Ils travaillent ensemble. 2 hommes, 2 prédateurs, et George est encerclé. Il n'a qu'une solution, attendre. Il reste immobile dans une cuvette d'eau, immergé jusqu'au cou, seuls les yeux dépassant. Le Winchester tenu vertical pour garder le canon sec. Les 2 Japonais se rapprochent. À 10h13, il dépasse la position de George, lui tournant le dos. Il sort lentement de l'eau coule le long de son fusil. Il vise, tire, premier soldat à terre. Il réarme, tire, deuxième soldat tombe. Épuisé, trempé, il en est à 11 snipers tués en moins de 4 jours. Mais la jungle n'est pas encore silencieuse. Des voix japonaises. Plusieurs hommes. Un groupe d'infanterie arrive pour récupérer les corps. George n'a plus que 5 balles. Il découvre ses traces, ils suivent la piste jusqu'à son cratère. À 10h31, un soldat apparaît juste au-dessus de lui. Il se regarde. George tire depuis la surface de l'eau. Le soldat tombe. 2 autres surgissent. 2 tirs, 2 morts. Il lui reste 2 balles. Les Japonais tirent à l'aveugle dans la végétation. George s'échappe
Bis derrière un arbre abattu, attend une ouverture. Deux soldats avancent, prudents. Ils tirent sur le premier, dernière balle, ils ratent le second. Celui-ci plonge derrière un tronc. D'autres voix arrivent. George est sur le point d'être encerclé à nouveau. Il court, branches qui fouettent le visage, racines qui attrapent les bottes, balles qui passent à quelques centimètres. Après 90 secondes, il plonge dans un cratère sec. Il respire, il écoute, les voix s'éloignent. À 11h13, George réapparaît derrière les lignes américaines, vidé, couvert de boue, tenant un fusil complètement trempé mais encore fonctionnel. Il vient d'éliminer 11 snipers japonais, dont plusieurs experts, et de survivre à une poursuite d'infanterie. Un seul homme avait réussi là où un bataillon entier avait échoué. Et il ne dira jamais une seule fois qu'il était un héros.